Aurélia, quelle Moi, évolution? j'avais aussi noté besoin de vision et de sens. Alors c'est sûr qu'en fonction des industries dans lesquelles on fonctionne, on a plus ou moins la chance de pouvoir donner du sens par rapport à ceux pour qui on travaille et ce qu'on délivre tous les jours. Mais je pense que pour toutes les générations, on parle beaucoup des millennials qui cherchent du sens, mais là ça a renforcé ce besoin de savoir pourquoi on se lève le matin. Et après, j'ai mis effectivement flexibilité et écoute, parce que le télétravail est une des composantes de cette flexibilité, mais pas que. Et je reviens à ce que Nicolas a dit, on est en pleine réflexion autour des locaux et qu'est-ce qu'on vient faire quand on vient au bureau par rapport à ce qu'on fait en télétravail. Et une dimension qu'on n'avait pas du tout mesurée, mais qui a été pénible pendant ces phases de on revient pas, c'est tout ce qui a été autour de la restauration. C'est bête, hein, mais les gens au début disaient mais pourquoi je vais revenir? Je vais avoir mon masque toute la journée, alors qu'à la maison je le porte pas. Je vais finalement passer ma vie en visio, parce que je vais être là, mais mes collègues vont être beaucoup. Et j'ai pas de cantine, parce que je vais devoir faire un click and collect, alors que le resto d'à côté il est ouvert et que je peux aller manger avec. Donc en fait, les protocoles d'entreprise ont été une énorme, je pense, difficulté aussi pour nous à gérer. Je vois qui je fais comme ça, parce qu'en fait les gens disaient mais il y a une cantine ou pas? Ah bah il y a pas de cantine. Ça sert à rien que je revienne en fait. Et ça a été un frein. Et on a fait un événement qui s'appelle Reconnect. Donc c'était pas Return to Work mais Reconnect. Et un des principaux arguments c'était de dire la cantine est ouverte, on va pouvoir et on a revu les espaces de restauration, parce que c'est vrai que les protocoles faisaient qu'il y avait 3 mètres entre chacun, ce qui devenait ridicule. On revenait au bureau pour passer du temps avec ses collègues et on pouvait pas manger face à face. Et toutes ces petites choses-là, en fait, on se rend pas compte, mais ça fait effectivement une grosse différence dans l'envie qu'on a de revenir au bureau ou pas. Et après, c'est vrai que le mode de télétravail, je rejoins. Aujourd'hui, il y a, je pense, une prise de conscience que le 100% télétravail ou l'excès de télétravail est difficile. Et une dimension qu'on a aussi touchée, nous, c'est que, mine de rien, en 2 ans, il y a quand même un sacré renouvellement dans les équipes. C'est la vie d'une entreprise. Il y a des gens qui partent, des gens qui arrivent, des stagiaires, des alternants. Et pour ceux qui arrivent dans ces périodes-là, c'est très compliqué. Et pour garder, l'équipe allait bien, hein, donc on avait une équipe plutôt solide, plutôt avec beaucoup d'entente et de solidarité. Mais pour faire intégrer à cette culture des gens qui arrivent et qui sont juste derrière leur ordi, qui n'ont pas de contact avec les équipes et qui les voient des fois pour la première fois 3 mois avant 3 mois après la prise de poste, c'est la première fois qu'ils voient leur manager pour de vrai et leurs collègues pour de vrai. Et en fait, mine de rien, en 2 ans, je pense qu'il y a eu 20-25% d'équipe qui a été renouvelée, et ces 20-25%-là ils disent j'ai eu une intégration, alors qu'on est plutôt fort en intégration, qui a été plus compliquée. Et je pense que nous, il faut qu'on se mette aussi à la place de ces gens qui connaissent d'autres conditions d'arrivée. Voilà. Donc il ne faut pas qu'il y ait une érosion. Effectivement, même quand la base est bonne, je pense que maintenant l'enjeu c'est de maintenir l'existant et de pas dégrader ça avec le télétravail ou d'autres modes hybrides. Loïc, pour toi? C'est intéressant le point de la restauration. On a eu effectivement le même réflexe. Mais pourquoi je vais venir? Le RIE il est fermé, etc. Donc ça a été aussi un gros enjeu. C'est très bête, mais ça a un gros impact. Moi, je dirais qu'il y a un truc qui m'a vraiment frappé. Je parle toutes les semaines avec une dizaine de collaborateurs au hasard. Alors pour l'instant, c'est en visio, mais juste pour essayer d'avoir une discussion, de passer des messages, d'entendre un peu ce qu'ils pensent. Et j'ai vraiment eu le sentiment que le télétravail a induit une vraie remise en question de leur appartenance à l'organisation. C'est-à-dire que là où avant, certains se posaient pas forcément la question, ils venaient au bureau, ils avaient leurs collègues, leur équipe, ils étaient bien, ils s'entendaient bien, leur manager était sympa, tout ça se passait bien, il y a un management plutôt bienveillant. Donc ils se posaient pas tellement la question de leur rôle, du sens de tout ça, de pourquoi, etc. Et avec l'isolement du télétravail, ils ont commencé à se poser plein de questions sur mais pourquoi je fais ce job finalement, qu'est-ce que j'en attends, je sers à quoi, comment je me connecte, etc. Donc il y a une vraie question pour moi. Donc il y a organiser le télétravail hybride, avec effectivement ce mode, il y a des gens qui sont présents, des gens qui sont absents, mais il y a effectivement remettre du sens. Donc en septembre, j'ai présenté une nouvelle stratégie qui, comme toutes les stratégies, a aussi un titre anglais, hein, sinon c'est pas une bonne stratégie, qui s'appelle SVP One. L'objectif était vraiment de dire voilà le sens général, et donc on a créé une raison d'être qui n'existait pas avant au sein du groupe, pour essayer justement de remettre un peu tout ça de manière claire, de manière à ce que tout le monde puisse adhérer à cette vision-là, et à ce qu'on essaie de remettre un peu de sens. Maintenant, c'est le début de l'aventure, hein. Après, il y a beaucoup de choses à faire pour faire ça, mais je pense qu'il y a vraiment un vrai enjeu de recréer ce sens pour les collaborateurs, parce que c'est plus seulement je viens tous les jours au bureau, j'ai mes collègues, mon patron, et ça se passe bien. Et je pense que pour certains, c'est un vrai impact important. L'autre élément qui m'a frappé, c'est le besoin de communication et de reconnaissance. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que quand on est tous les jours au bureau, etc., on est soumis à plein d'informations, de bruits de couloir, de discussions de café, etc., tout va bien. Quand on est seul chez soi, on se sent totalement démuni, isolé, etc., et même s'il y a une surcommunication, on a toujours le sentiment de ne pas en avoir assez. Donc l'aspect surcommunication, il est vraiment important, et je pense qu'il va se maintenir dans le temps avec la gestion de l'hybride. Et puis l'aspect reconnaissance, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que
Avant, je ne me posais pas la question, je travaillais, j'avais mes collègues, tout se passait bien. Maintenant, je me demande à quoi je sers. Donc, moi, je vois vraiment un besoin de reconnaissance surdéveloppé, y compris chez des gens qui étaient très indépendants, très autonomes et qui se sentaient très bien dans leur job et dans leur vie et qui n'avaient pas spécialement besoin d'encouragement. Là, on a vraiment, et les managers le ressentent de manière forte au quotidien, besoin d'encourager, de communiquer, de dire c'est super ce que tu as fait, etc. De faire du feedback aussi parfois un peu critique, mais d'avoir vraiment ce rapport encore plus intense qu'avant. Parce que les gens sont quand même un peu paumés et un peu inquiets et un peu confus seuls chez eux. Donc c'est un peu compliqué. Il y a une petite dimension spécifique chez nous, mais je pense que vous avez dû la voir aussi. On a eu pas mal de gens qui ont fait le choix de partir en province. Et qu'on dit, ça a été l'occasion, j'ai goûté à cette vie-là et finalement c'est bien. Et en fait, mon job, pour une bonne partie d'entre eux, c'est vrai, je peux vraiment le faire à distance sans aucun problème. Donc on a vraiment pris le choix d'encourager et d'accélérer ça. Donc d'accepter quasiment toutes les demandes avec 2-3 limites sur le degré d'antériorité dans l'entreprise, donc l'autonomie validée ou pas, mais pour l'ensemble on a dit oui à toutes les demandes et on a de plus en plus qui arrivent. Alors ça pose des problématiques logistiques derrière en termes d'organisation, on va du coup déménager d'ailleurs, parce qu'on va avoir moins besoin d'espace, mais ça pose aussi des questions sur, il faut que tu reviennes tous les combien, tous les mois, tous les 2 mois, tu reviens pour faire quoi? Parce que si tu reviens le jour où tout le monde est en télétravail, c'est super, hein, mais tu vas être tout seul dans le bureau et donc ça sert à rien. Donc de commencer à réfléchir à comment on va organiser ces moments de partage d'équipe, ces moments d'échange. Et on en est à se dire, on va peut-être avoir des jours qui vont être des jours entre guillemets sans réunion, où les gens sont supposés être en télétravail, ils sont en train de bosser chez eux, etc. Puis il y aura des jours dédiés aux réunions. Et c'est là que ceux qui sont à distance à 100% vont pouvoir revenir, parce que là, c'est vraiment le moment où on échange, on brainstorm, on réfléchit ensemble, on partage les bonnes pratiques, on fait de la formation, etc. C'est le début de notre réflexion, mais il y a un vrai sujet autour de gérer cette nouvelle façon de travailler, effectivement, comme tu disais Aurélia, qui est encore complètement embryonnaire aujourd'hui. Ok. Je vous propose qu'on se tourne vers la salle, qu'on prenne quelques questions. Je m'en garderai une aussi pour vous, peut-être pour conclure. Je me suis noté plein de choses, moi. L'optimisation des espaces, les silos, l'intégration des nouveaux, évidemment l'hybride, les déménagements, qui peut être aussi un sujet. Messieurs, dames, vous avez en face de vous trois donneurs d'ordre, potentiellement prescripteurs de coaching d'équipe. À vous la parole pour approfondir, clarifier. Une main qui se lève là. Bonjour à tous. Comment vous avez géré ça justement? Est-ce que les managers sont venus vous voir en vous disant comment maintenant on fait pour manager en hybride? Et comment vous l'avez géré vous en interne, enfin chacun d'entre vous? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Je vais commencer. Alors les managers, oui, sont venus nous voir, hein, clairement. Il y a eu une vraie demande très rapidement sur le côté je ne sais pas faire en fait. Donc aide-moi. Je ne sais pas faire le management à distance et je ne sais pas faire le management en hybride. Donc les premières choses qu'on a fait, c'est très bête, c'est juste mettre en place des espèces de règles d'étiquette de réunion hybride. C'est très con, hein, mais ça commence par ça aussi. C'est comment on se comporte quand on a des gens qui sont à distance et des gens qui sont à la pièce. Donc on évite les apartés, on évite les petites discussions, on évite de faire des bruits près du micro avec le papier qui bouge, qui fait que celui qui est à distance n'entend rien. Celui qui pilote la réunion doit garantir une fois de temps, donner la parole à ceux qui sont à distance. C'est plein de petites choses très simples, mais qui sont super importantes parce que ça évite le côté, la réunion hybride, c'est en fait un qui fait autre chose et 4 qui parlent, quoi. Ce qui est toujours un peu le risque. Donc on a commencé par ça. Sur le reste, on est en train de diligenter un programme de formation pour les managers. On a essayé de faire une reformation complète de l'ensemble des managers du groupe. Donc on a 70 managers au global dans le groupe qui vont tous passer sur une formation assez lourde où on va vraiment recréer les bases du management, essayer de se retrouver un langage commun, des pratiques communes. C'est aussi un enjeu pour nous parce qu'on est un groupe issu de différentes filiales avec des filiales un peu silotées. Donc on a besoin de créer aussi du lien entre les différents managers et les différentes filiales. Mais on a intégré dans cette formation un module sur le management à distance et le management hybride, qui est un module qui va se délivrer plutôt vers la fin. Donc là, on commence par les bases. Et on est en train de travailler, donc je ne peux pas tellement vous donner plus d'infos que ça aujourd'hui, mais de travailler sur qu'est-ce qu'on va mettre dans ce module de formation, parce qu'effectivement, il y a un gros enjeu là-dessus. Nous aussi, on a développé des programmes de management entre guillemets post-Covid. Il n'y a pas que le management, le management à distance. Il y a aussi le droit à la déconnexion, parce que ça, c'est un vrai enjeu. Hein. Comment est-ce qu'on arrête à un moment? Comment est-ce qu'on fait des pauses? Voilà, gérer son bien-être au quotidien. Et après, ce qui se passe aussi, c'est qu'au-delà de cette formation qui reste quand même, c'est un socle commun et théorique, c'est aussi beaucoup le partage des best practices entre managers. Et ça, voilà, quand on a une difficulté, après chaque équipe est différente, mais il peut y avoir un élément dans une équipe plus difficile que d'autres. Comment est-ce qu'on fait pour faire revenir des gens qui sont effectivement partis en province et qui n'ont plus envie de revenir et qui trouvent la moindre excuse pour
va venir. Donc c'est plutôt du partage d'expérience aussi qu'on a mis en place. Oui, je ne vais pas rajouter beaucoup plus de choses. Si c'est que nous, on a eu un mix effectivement de demandes. Et puis, il y a eu un peu un constat aussi, c'est quand vous avez fait 8 heures de télétravail, 8 heures de call, vous oubliez les basiques au lieu de... qu'est-ce que vous faites après vos 8 heures de call? Vous tapez vos 180 emails que vous avez reçus entre-temps. Et bien sûr, il y a l'email d'un membre de vos équipes que vous avez mal interprété. Et vous dites, c'est qui ce pauvre type? Il se rend pas compte, la situation, machin truc. En fait, ça aurait pu être réglé en un coup de téléphone, mais vous êtes tellement saturé par le téléphone que vous ne faites plus. Donc ça, c'est un exemple pour vous dire qu'on a recensé, parce que au RH, on a collecté un peu ces mini-crises qu'il a fallu déminer, etc. Et donc, ça nous a donné des idées aussi pour préparer les outils de demain, qui sont souvent... pas des choses qu'on va réinventer complètement. Et puis, on est rattrapé aussi par la législation et par nos partenaires sociaux qui sont très demandeurs, que ce soit le droit à déconnexion, mais aussi les accords de télétravail, mais aussi l'organisation des conditions de travail. Nous, on a un rythme en plus un peu décalé, donc on va arriver aux négociations annuelles où on parle énormément des conditions de travail, et notamment des open space, mais aussi... tout ce qu'on a mis en place pendant la pandémie par rapport, je vais dire, à tout ce qui est opération, protection des salariés, et ça a eu des incidences sur eux en termes de travailler avec un masque, avec des gants, parfois avec des visières, parfois avec des distances ou des choses très compliquées. Donc là, on est vraiment dans le début on est encore dans le diagnostic plus que dans la mise en place d'outils, même si on a récupéré entre guillemets des outils qui marchaient bien dans le temps, qu'on avait un peu oubliés, mais on est plutôt dans une démarche de diagnostic. Ok. Une question là. En fait, je vais essayer de coupler 2 questions. Bonjour. Alors, vous avez beaucoup détaillé et partagé vos expériences concernant le lieu de travail, donc à distance ou au bureau. Et qu'en est-il concernant le temps de travail, donc notamment synchrone, asynchrone, différents canaux de communication, l'écrit versus l'oral, parce que les temps de travail ont été aussi bouleversés. Donc voilà, est-ce que vous avez été confronté à ces questions? Oui, avant de répondre, donc sur les temps de travail, deuxième question, je ne sais pas si elle aura un lien ou pas. Pas vraiment, bonjour. Est-ce que vous avez eu recours au coaching d'équipe pour adresser les enjeux dont vous venez de nous parler? Si oui, dans quel contexte? Et sinon, pourquoi? Merci. Alors, pour la question des temps de travail, nous, c'est assez simple et compliqué parce que on est une entreprise globale, on connecte les continents. Donc, il y a des gens qui travaillent le jour, il y a des gens qui travaillent la nuit. On a l'habitude d'avoir des gens superposés avec des contraintes. Les avions, ils arrivent à telle heure, ils repartent à telle heure. On ne peut pas trop jouer avec ça. Et puis, les clients aussi, ils attendent. Maintenant, c'est J+1. Oui, c'est bienvenue dans un monde moderne. Vous voulez tous votre colis en J+1 quand vous avez passé la commande, c'est votre faute. Donc ça, nous, on a l'habitude, entre guillemets, de communiquer en, j'ai envie de dire, déréglé entre des Chinois, des Européens, des Américains, et puis aussi des équipes qui travaillent de nuit, des équipes qui travaillent de jour, et puis des équipes avec des disciplines radicalement différentes. Un ingénieur qui a envie d'ingénierer à Marseille, et puis il influence le job d'un manutentionnaire qui est à Charles de Gaulle à l'aéroport. Donc ça, je dirais qu'on l'a fait naturellement parce que c'est notre quotidien avec ou sans pandémie. Sur le coaching d'équipe, alors non, on n'a pas utilisé du tout de coaching d'équipe parce que, à tort peut-être, sachant que la bonne chose du virtuel, c'est que ça n'empêche pas l'intelligence de passer correctement, mais je pense qu'il y a eu des réflexes de distanciation qui ont fait qu'on a dit équipe, ça veut dire gens qui se réunissent, donc c'est dangereux, donc on va pas le faire tout de suite. Mais c'est des choses effectivement qui reviennent à l'ordre du jour en ce moment. Juste sur les horaires, on a été assez diligents, j'ai envie de dire, pendant le premier confinement, parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'une semaine, c'était l'horreur. Il y avait des réunions qui avaient l'habitude d'être placées à des heures. C'est vrai que quand on est au bureau, on déjeune en 3/4 d'heure, donc on peut reprendre une réunion à 13h30 quand on a les enfants et qu'il faut en plus s'arrêter, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même mettre des barrières, donc ça a été surtout pour le premier confinement. Après, les choses se sont un peu plus
régulariser. Je pense que la variable, ça a été vraiment la vie de famille par rapport à tout ce qu'il y avait à gérer à côté. Sur le coaching d'équipe, moi j'avais la chance d'avoir un coaching d'équipe qui avait démarré avant cette crise et qui a perduré avec des points de rendez-vous qui ont été maintenus. Et effectivement, ça a pas mal chamboulé l'agenda de ce coaching d'équipe parce que du coup, les problématiques ont été abordées sous un autre angle, l'angle justement de comment on fait pour que la dynamique d'équipe reste la même malgré les nouveaux, Et on a maintenu certains séminaires en distanciel, enfin en visio. Et finalement, à la fin de la journée, on s'était dit qu'effectivement, c'était pas si compliqué que ça. Pas si pire. Non, mais en fait, je pense qu'on avait effectivement, on a priori en se disant, est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on attend que ça s'arrange? Mais parfois, on voyait pas forcément à quel moment ça allait vraiment s'arranger, à quel moment on allait pouvoir se voir. Donc, on avait décidé de le maintenir. Et au final, je pense que ça nous a conforté dans l'idée qu'on en retire quand même quelque chose, même en virtuel. Après, dès qu'on peut le faire en physique, je pense qu'on reconnaît tous que ça a une valeur plus forte. Alors nous, sur les temps de travail, on n'a pas les problématiques que Nicolas peut avoir avec des équipes qui travaillent de nuit, de jour. Hein. Tout le monde est sur des horaires plus classiques de journée de travail. En revanche, on a eu effectivement les problématiques familiales. Moi, j'avais pas mal de collaboratrices qui, effectivement, avec qui je calais les calls entre 14h et 15h30, c'est-à-dire pas en la sieste des enfants, parce que sinon c'était infernal. Donc il y a eu plein de détails comme ça, avec les contraintes du droit social qui font que même la collaboratrice qui dit « mais moi je préfère me déconnecter l'après-midi et rebosser le soir à 19h », eh ben non, t'as pas le droit à la déconnexion, 11 heures quotidiennes, machin. Donc ça, c'est aussi, je pense, un des enjeux qu'on a collectivement sur l'évolution du droit social pour l'accompagnement de ces nouveaux modes de travail. Il y a des vraies réflexions que le législateur va devoir se poser. Ça va pas être simple. Donc on a essayé de le gérer en mode au niveau de l'équipe, où le manager gérait les temps de pause et essayait d'organiser les choses en fonction des différentes catégories de personnes qu'il avait dans son équipe. Ça a marché plutôt à peu près bien. On n'a pas eu trop de trucs dramatiques, mais je pense qu'on a encore plein de choses à apprendre et qu'on est vraiment au début de l'histoire. Sur le coaching d'équipe, on n'a pas fait appel au coaching d'équipe parce qu'on pense que ça sert absolument à rien en fait. J'ai pas pu résister. Non, évidemment que c'est pas le sujet. Tu aurais dû enchaîner. C'était tout pour moi. C'était bien. Hein. Après. Là, je tombe le truc. Non, on a fait le choix et je pense que c'est sans doute une erreur d'ailleurs de dire tant qu'on peut pas le faire en présentiel vraiment, on va plutôt mettre de côté ces problématiques-là. On va se concentrer sur d'autres choses. Bon, il y avait une partie effectivement de gérer les urgences et que je pense qu'on a bien fait. Là, je pense que depuis quelques mois, on est sans doute un peu dans l'erreur de dire en distanciel, ça marche pas, il faut le faire en présentiel. Donc ça fait partie des réflexions qu'on est en train de réouvrir, même si je pense que le présentiel reste préférable, hein, comme tu le disais Aurélia, mais je pense qu'il y a des choses qu'on aurait peut-être dû faire et qu'on va essayer de faire d'ailleurs dans les mois à venir. Une toute dernière, on est déjà en train de rogner sur la pause. Ça a déjà la question se poser ce matin, une nouvelle interlocutrice peut-être. Bonjour, merci de ces partages et puis bravo aussi pour le travail parce que je pense que le métier de DRH était vraiment d'être en première ligne. Ce qui m'interpelle en vous écoutant, c'est pas du tout la remise en cause en fait de la structure de l'entreprise, du management. Donc ça reste quand même sur je crois que c'était vous qui disiez, les managers se posent la question à quoi je sers in fine. Donc est-ce que vous avez déjà des réflexions vers un format de type entreprise libérée, holocratie, ou c'est pas du tout quelque chose qui est dans vos tablettes? Merci. Alors, c'est une grande question. Et vous avez 1 minute chacun. Et on a 1 minute chacun. Ok. Non, merci. Non, effectivement, c'est une vraie question. Effectivement, nos managers s'interrogent beaucoup et on s'interroge avec eux. Le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est de dire, notre conviction, c'est qu'on a besoin de repères. Et qu'aujourd'hui, il y a une telle fragilité dans les équipes, et il y a une telle fragilité, il y a tellement de choses qui sont en train de se redéfinir, que vraiment faire table rase et tout remettre à plat, y compris cet échelon essentiel, et dans notre groupe, c'est un échelon qui est vraiment très important. Il y a un vrai aspect très structuré, etc. On est assez loin des logiques d'entreprise libérée. Il y a un vrai côté assez hiérarchique. Donc mettre tout ça à plat maintenant, ça nous a pas semblé être le meilleur choix. Donc on réfléchit en parallèle, mais c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est davantage d'équiper les managers dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent faire évoluer leur job et leur relation avec leurs équipes, pour passer sur du management un peu plus vulnérable, être un peu moins dans le pur hiérarchique et essayer de créer du lien, ce qui à distance est vraiment essentiel et qui n'était pas dans leur culture de départ. Hein. Il y avait un management assez hiérarchique. Donc ça a été notre enjeu principal et c'est ce qu'on va essayer de faire, je pense, pendant les 18-24 mois à venir. En parallèle, nos réflexions en tâche de fond vont poursuivre, mais on n'a pas d'idée concrète sur une évolution structurelle forte du fonctionnement de l'entreprise. Un peu pareil, on n'est pas du tout à ce stade de réflexion, on est plus dans l'accompagnement des managers coach. Donc effectivement, c'est de côté accompagnement et
et de personnalisation du mode de management. Je ne sais pas si tu auras l'occasion de nous poser la dernière question. Alors, je vais peut-être. Oui. Nous, on a travaillé beaucoup sur le co-développement. Et en fait, on avait initié ça avant le Covid, et ça permet aussi à chaque manager d'arriver justement avec ses propres questions et ses propres et ça crée en fait un peu ça casse un peu ces silos et ces postures de je sais tout sur tout et parce que je suis l'expert dans ma fonction, j'ai réponse à tout. Mais ça, pour l'avoir vécu, effectivement, il faut que l'équipe soit à un niveau de confiance et de maturité importante. Mais c'est très puissant et voilà, on l'a maintenu. C'est déjà entre guillemets un premier pas vers quelque chose de moins hiérarchique, moins top-down. Mais voilà, on n'est pas encore. Enfin, pour les entreprises qui en sont là, je pense qu'elles étaient déjà sans doute dans un processus de réflexion avant le Covid. Mais c'est vrai que le Covid n'a pas forcément laissé beaucoup de temps pour réfléchir à ces sujets-là. C'est à peu près pareil. Je dirais qu'encore une fois, on a une structure réglementaire qui est assez forte dans nos activités et la pandémie a rajouté énormément de contraintes réglementaires dans les activités de chacun. Et du coup, que ce soit les employés ou les managers, ou les responsables d'équipe, etc., étaient en demande plutôt de structurer pour faire face justement à ces contraintes réglementaires. Ils se sentaient pas bien laissés tout seuls, même au sein des équipes. Ils demandaient vraiment de la structuration. Et justement, on est en train de regarder un petit peu. Nous, il va falloir fidéliser, continuer à attirer les employés. Hein, c'est vraiment le sujet post-Covid. Et redonner du sens, comme on disait tout à l'heure. Mais ça passe, nous, à travers une expérience employée. On a une vraie demande là-dessus. Et quand on parle d'expérience employée, on a appelé ça sans à-coups. Ils appellent ça seamless en anglais. Donc sans accroc, entre guillemets. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'ils développaient une expérience, on va dire, au sein de leurs équipes, ils avaient une contrainte réglementaire, etc., qui venait mettre un à-coup dans leur élan, entre guillemets. Et donc ce qu'ils nous demandent, c'est de structurer pour justement avoir des choses un peu plus lisses, un peu, j'ai envie de dire, comme les dessins en pointillés pour qu'ils puissent suivre tranquillement les pointillés sans que ça devienne non plus un carcan, mais vraiment du pointillé. Ils ont besoin de structurer pour pouvoir avancer. Voilà. Et donc je me garde la dernière question. Sur votre posture de dirigeant, de dirigeante, à vous, qu'est-ce que vous avez eu l'impression d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez fait évoluer? Court, concis. Et vous aurez l'occasion de continuer à poser des questions sur la pause qui va suivre. Toujours surpris. De rester toujours surpris? Ouais, je pense qu'il faut avoir justement cette ouverture, pas avoir l'impression justement d'avoir, ça y est, trouvé le truc magique, la solution absolue. Je pense que chaque jour qui passe, j'en apprends, mais là, avec la pandémie, ça a juste été un accélérateur. Toujours surpris pour Nicolas? Savoir encore plus vivre avec l'incertitude. C'est le job d'un dirigeant, hein, s'adapter et avancer sans avoir toutes les données. Mais alors avec le Covid, on avait effectivement des données qui changeaient quasiment tous les jours. Et je pense oser aussi reconnaître quand on ne sait pas ou quand on n'a pas les réponses, parce que les choses, elles arrivent effectivement parfois un peu plus dans la durée. Et avoir une posture, je pense, d'honnêteté, de transparence vis-à-vis des équipes quand on ne sait pas, parce que voilà, pas forcément leur raconter lancer des promesses ou des choses qu'on ne sait pas tenir, parce que derrière, dans un moment où les gens sont déjà en zone d'inconfort, il y a des attentes, et donc ne pas surpromettre quand on n'est pas capable. Composer avec l'incertitude, savoir dire qu'on ne sait pas parfois. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le côté rester surpris et composer avec l'incertitude. C'est vrai que quand on est dirigeant, on est très orienté résolution des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on trouve une solution, on la met en place, on avance, on passe au suivant. Sauf que la réalité, c'est que là, aucune des solutions qu'on met en place, on est garant qu'elle sera pérenne, que c'est la bonne solution et qu'on va pas se dire en 6 mois, c'était n'importe quoi ce qu'on a fait. Donc cette espèce de remise en question permanente de toutes les convictions qu'on croit avoir, moi, c'est la grosse leçon d'humilité que j'ai prise, vraiment. En plus, il se trouve que j'ai pris mon job en plein milieu d'un confinement. Donc j'ai eu l'expérience dans ma boîte d'avant, et là je vis une expérience assez unique qui est là, dans mon style personnel qui passe beaucoup sur l'interaction, j'avais pas ça. Donc j'ai compensé par plein de manières différentes, mais ça a été une énorme leçon d'humilité sur la capacité à montrer qu'on est vulnérable, la capacité à pas savoir, la capacité à surcommuniquer, à savoir être rassurant sans prétendre être omniscient. Donc ouais, c'est une grosse leçon cette période. Humilité, capacité à montrer sa vulnérabilité. C'est joli de terminer aussi par ça. Merci à tous les trois.